Je pense que c'est bon. Yes, ça a dû arriver sur vos écrans. Parfait, voilà, Oui, c'est parti. c'est bon. Super. OK. Alors, je pense que ceux qui sont à distance, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés. Non. Donc les consignes, c'est bon. Du coup, posez vos questions dans le chat maintenant, sinon intervenez directement, hein, je pense à tous les collaborateurs GS1, de façon à ce qu'on rende l'échange assez interactif. L'a dit Jean-Fabien, je vous laisse la main. Ouais. Voilà, gardez un petit temps pour des questions-réponses à la fin quand même, Oui, qu'on puisse aborder tous les sujets. d'accord. OK. Ok. Voilà, vous Donc, pouvez y aller. oui, bonjour et merci à tous. Merci pour votre présence, votre temps. Donc, cette présentation sera sous, je dirais, le titre de comment améliorer l'efficacité de la R&D, hein, c'est le sujet, dans les industries agroalimentaires, avec la plateforme digitale que l'on propose, hein, qui s'appelle OpsCenter RDNL. Donc, il y aura côté Sésame-Seed deux personnes, en fait, hein. Jean-Fabien Curie, hein, qui peut-être, enfin, je sais pas, vous connaissez Jean-Fabien Très rapidement, ouais, vas-y, ouais. très rapidement, oui. Bonjour à tous. Nous présentons aujourd'hui cette plateforme dans la continuité un peu de l'activité historique de la société. Nous sommes sur un secteur d'activité dans le domaine informatique qui est assez peu connu du grand, j'allais dire, du grand public, qui s'appelle la gestion des cycles de vie produits, qui permet en fait de concevoir, fabriquer, maintenir et voire même désassembler ensuite un produit du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le Product Lifecycle Management, le PLM. Vous en avez peut-être entendu parler ou vu, ou en tout cas ce terme-là devient un petit peu plus récurrent, en tout cas dans les discours. Voilà. Et donc, dans la continuité de notre activité historique qui était plutôt orientée secteur auto, aéro, défense, industrie classique, là aujourd'hui, nous avons diversifié nos activités sur l'agroalimentaire, le cosmétique, tous les produits que l'on appelle formulés, voilà, que vous mélangez et qu'ensuite ne sont pas démontables comme un avion ou une voiture, si je puis dire. Voilà, donc voilà pour le rapide brief de la société. Et donc, moi, je suis Lady Goodgill, donc je suis responsable du développement commercial sur la solution OpsCenter RDNL. Alors, l'agenda, donc il est à peu près conforme à ce que tu m'avais demandé, Victor, hein. Un bref sur la société, les enjeux dans l'industrie agroalimentaire, les défis de cette industrie et comment la plateforme RDNL peut relever ben, beaucoup de ces défis. Des points sur la technologie, on verra effectivement, c'est un point important, c'est l'expérience utilisateur. Quelques références clients. Je parlais de retours d'expérience. Il y aura quatre retours d'expérience, donc de grands groupes, d'entreprises intermédiaires et puis de très petites entreprises. Un mot sur les gains qui ont été constatés après implémentation de ces solutions. Un point sur le constat, hein, dans cette industrie, les projections, les facteurs clés de succès. Puis donc à la fin, donc un point sur les attentes, hein, ce qu'on attend nous de GS1. Puis s'il reste des questions-réponses. Voilà. Hein, Parfait, ça te va? parfait, c'est super. Très bien. J'espère avoir couvert un peu tous les points. Donc, Jean-Fabien l'a rappelé, hein, la société a été fondée en 2010 par lui-même d'ailleurs. Ce qu'il souhaitait faire, c'est justement apporter son expérience aux entreprises sur le domaine de l'optimisation du cycle de développement produit pour les industries discrètes, hein, tel qu'il l'a dit, c'est-à-dire l'aéronautique, l'automobile, l'énergie. Et c'est effectivement l'activité historique de l'entreprise, c'est mettre en place chez nos clients les solutions PLM du marché, mais avec une dominante
sur les solutions de Siemens Digital Industry Software, donc Team Center dans ce cadre-là. On est très lié à Siemens, hein, on le verra à travers le partenariat. Et depuis 2018, hein, comme l'a dit Jean-Fabien, eh bien, nous avons opéré une diversification afin d'adresser les marchés des industries de produits formulés, où on parle aussi de produits de process, c'est aussi un autre terme. Donc, ces produits de process ou formulés, eh bien, ça concerne l'agroalimentaire, la cosmétique, la chimie, tout ce qui est produits pharmaceutiques aussi. Donc, après une analyse du marché, en fait, le choix s'est porté pour nous sur les solutions métiers UpCenter RDNA. Donc, on a regardé un petit peu le marché et puis on a été sur cette solution pour les raisons qu'on verra plus tard. C'est une solution vraiment intégrée et qui adresse l'ensemble du cycle de développement sec. Donc, c'est vraiment plus une approche PLM. D'autres solutions sont plus des approches verticales, soit des produits de formulation ou des référentiels de données. Mais on n'a pas trouvé d'autres solutions qui pouvaient intégrer au sein d'une même plateforme l'ensemble du cycle de développement d'un produit formulé. Pour ces raisons qu'on... Et donc, à la suite de ça, nous avons signé un accord de partenariat et nous avons décidé sur le marché français de plutôt se focaliser sur deux marchés, hein, c'est l'agroalimentaire et la cosmétique. Donc, dans le domaine de la cosmétique, on a déjà de grosses références, hein, Chanel, L'Oréal. Et dernièrement, comme je le disais tout à l'heure, on a signé Hermès, donc Hermès Parfum et Beauté, donc un contrat qui va nous donner du travail pour au moins 4 ans, je dirais. C'est un très beau contrat. Donc, je dirais que sur la cosmétique, bon, ça va. C'est l'agroalimentaire sur lequel vraiment on essaie de faire un focus et on investit vraiment beaucoup pour prendre des parts de marché. Voilà pour cette présentation rapide. Quand tu Le... dis, Ladi, je t'interromps, Oui, quand tu vas-y. dis que sur le monde de la cosmétique, ça va, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre clientèle, elle est stable et vous trouvez encore des clients. Et quand tu dis que sur le monde agro-agri, c'est plus compliqué, ça veut dire que c'est la difficulté à trouver des clients ou c'est le marché qui n'est pas encore prêt à adhérer avec une solution comme la vôtre? Bah, je vais y revenir à la fin, justement. Ça Il y a un roule. thème. Ouais, il y a un thème. Il y a un slide qui est réservé à ça. Mais C'est la question, effectivement, hein, Victor, hein. C'est la question ouais, exactement. du Mais secteur. ouais, puisqu'on va y revenir tout à l'heure, en deux mots, il y a clairement un problème de maturité digitale. Dans le domaine de la cosmétique, donc Chanel est un client depuis 10 ans, hein. Donc ces industries en fait ont été sensibilisées beaucoup plus tôt et le digital leur fait pas peur. Et donc ils ont compris la valeur dans le digital, ce qui n'est pas le cas dans l'agro. Ce sont des gens qui ne voient pas la valeur dans le digital. Dans un investissement, ils voient plutôt une machine, hein, parce que j'achète quelque chose de concret. Et dire, sans être péjoratif, hein, c'est un peu le bon sens paysan. Et il y a une réticence au digital et une maturité. Voilà ce qu'on peut dire de façon euh, simple. D'accord, ok. C'est clair. Et ça, d'ailleurs, c'est pas que notre avis, hein. Nous, c'est ce qu'on a constaté après 4 ans je dirais, de prospection, et de rencontres de prospects dans ce domaine. Mais c'est quelque chose aussi que l'on a partagé avec un certain nombre de sociétés de conseil, conseil en stratégie ou conseil en IT, hein. Donc, ils nous ont dit la même chose. Donc, ce n'est pas que notre vision. C'est une vision, je pense, qui est assez partagée. Très clair. Alors, donc ce que je disais, nous avons un partenaire stratégique qui est Siemens. À ce sujet, donc on est intégrateur de services PLM.
sur les solutions discrètes Teamcenter et revendeur intégrateur, donc des solutions PLM et RDNL qu'on va vous présenter. Et on est centre de formation Teamcenter RDNL. Alors, ça veut dire un partenariat. Tout le monde dit qu'il est partenaire de tout le monde. Mais d'abord, ici, il y a un contrat. Et dans un contrat, il y a des droits et des devoirs. Donc, les droits que l'on a, c'est de disposer évidemment des licences, d'avoir les licences, les versions en avance de phase, le support de Siemens pour nous former et acquérir de l'expertise. Et en devoir, eh bien, nous, on est tenu contractuellement de maintenir, bien sûr, une practice, donc une practice avec des gens formés et certifiés. Voilà. Alors, pour parler un petit peu des enjeux, et je pense que c'est des enjeux qui sont assez partagés donc dans le domaine de l'élaboration des produits formulés dans l'industrie agroalimentaire. Ce que l'on peut dire, c'est que ces enjeux, ben, ils ont bien changé depuis l'époque où la préoccupation principale était de nourrir la population. Aujourd'hui, en fait, eh bien, les consommateurs, ils veulent des produits de qualité, ils prennent soin de leur santé, ils veulent manger bio. Pour les générations, les nouvelles générations dites Y et Z, qui sont des gros consommateurs de digital, ben, ils ont à leur disposition des applications sur leur smartphone qui leur permettent d'avoir instantanément les informations sur les ingrédients qui interviennent dans la composition d'un produit, mais aussi d'accéder à des études, à des enquêtes de consommateurs. D'autre part, les consommateurs consultent de plus en plus l'étiquetage, hein. Moi, quand je vais faire mes courses, je regarde les étiquettes pour consulter bien sûr les valeurs nutritionnelles. Plus de qualité d'un côté, mais ils ne veulent pas payer non plus plus cher, hein. Ils voudraient effectivement des produits excellents au prix finalement de produits, produits en masse. Et par ailleurs, ils sont aidés par des applications, des comparateurs de prix qui poussent bien entendu des prix à la sobriété. Une autre tendance lourde aussi, qui est irréversible, c'est qu'en plus de proposer des produits de qualité, l'entreprise se doit d'être plus transparente sur la provenance de ses matières premières ou de ses ingrédients, sur le processus de fabrication, sur le transport, hein. On parle de circuits courts, de bilan carbone donc, qu'on met en avant pour afficher une image, je dirais, soucieuse de l'environnement et d'une certaine éthique. Alors, la conséquence des exigences des consommateurs pousse les autorités à beaucoup plus de réglementation qui elles-mêmes sont en perpétuel changement, hein. Il y a des réglementations françaises, européennes, américaines. Donc, et tout ça dans un environnement concurrentiel pressant qui est mondial. Voilà, résumé en quelques minutes les enjeux de ces industries. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire maintenant, comme ça au moins sur ces thématiques-là, on pourra et faire le lien surtout avec vos activités, puisque sur tout ce qui est standardisation, ouais. Il y a des choses qui rentrent là-dedans. Alors je ne sais pas bien évidemment si des plateformes comme Yuka sont vos concurrents ou sont des plateformes un peu parallèles à ce que vous faites. C'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment, mais voilà, qui sont aussi des sources d'information pour pas mal de gens, hein. Et même et ces choses très étranges aujourd'hui, même les industriels entre eux utilisent Yuka pour connaître les informations des produits concurrents. Oui. Voilà, sans passer par des plateformes, j'allais dire, internationales comme la vôtre, qui pourraient donner ce genre d'informations, comme on l'avait initié avec vous il y a quelques années, mois ou années de cela, avec Code Online Food. Oui. Voilà, qui nous paraissait une très bonne initiative, qui malheureusement a été arrêtée, pour fournir ce genre d'informations. Alors peut-être que Yuka y est pour quelque chose, je ne sais pas, ou autre plateforme, Non, mais non. voilà, l'initiative nous paraissait intéressante. Oui. Complètement. Non, non, alors, c'est très, il y a plusieurs remarques à faire. Je suis d'accord avec ce que vous mettez complètement sur
c'est ce que nous on appelle des paradigmes qui sont en train Ouais. d'évoluer, qui sont en train de changer, de dire aujourd'hui on arrête de se concentrer sur la prédominance des marques. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a dans mon produit, qu'est-ce que je vais mettre sur ma peau, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est le lait que je vais donner à mon bébé. Mmh. Ces différents thèmes, on les a aussi, alors que ce soit celui-là de qualité de produit, que ce soit celui du cycle de vie du produit, qui arrive très fort, dans le sens où maintenant on achète et au lieu de jeter, on retravaille, on répare, on réutilise, on revend, on Mmh. recycle. Euh, Ça, c'est un second paradigme chez nous. Et on en a un troisième qui dit que la supply aujourd'hui, elle est en train d'exploser d'un monde très linéaire à un monde en réseau avec les différents acteurs qui arrivent, qui nous permettent aujourd'hui d'acheter un produit online, de pouvoir aller le voir en magasin, Oui, les vendeurs et les revendeurs qui arrivent sur les plateformes. oui, Donc non, nous on est très raccord avec les différents paradigmes que vous évoquez là. C'est ce qui ça nous oui. nourrit aussi, parce qu'on Mmh. part de ces paradigmes-là pour finalement essayer de répondre aux différentes problématiques marché qui nous arrivent. Oui. Donc c'est très intéressant. Yuka, c'est un cas un peu Yuka, c'est un cas un peu à part, si je puis dire. Euh, Yuka, on communique assez peu avec eux. Eux, ils vont chercher de l'information sur des plateformes là où ils peuvent aller en chercher. Je ne sais pas exactement bien, je pense qu'il y a un peu de web scrapping qui traîne, mais Ouais. Mhm. voilà, le challenge aujourd'hui, et on le remarque avec les différents catalogues électroniques avec lesquels moi j'échange et les différentes boîtes ou les plateformes e-commerce, c'est de dire aujourd'hui, avoir de la donnée, c'est bien, mais on préférerait en avoir moins, mais de meilleure qualité. Et il y a un gros boulot sur ça, et les boîtes sont en train de travailler en disant bah, toute la donnée que je suis en train de récupérer, il faut que je puisse la retravailler pour qu'elle soit viable et ensuite qu'elle soit percutante pour les personnes auprès de qui je vais la partager. Et c'est là tout le travail que fait GS1 depuis des années de dire continuez à rentrer de l'information si vous le pouvez dans nos outils qui sont Code Online ou Code Online Food et rendez-la publique. Rendez-la publique de façon à ce que les différents interlocuteurs qui vont travailler avec ces données-là puissent le faire avec une qualité de données qui est bonne. Mhm. C'est un, Il n'y a c'est pas un- de réticence à ce niveau-là. Alors, Le faire. nous, il y a encore des réticences. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des réticences euh, quant à l'idée de partager de la donnée comme ça. Oui. C'est le challenge qu'on a, c'est de dire, OK, mettez de la donnée dedans, mais rendez-la publique. Ne vous en servez pas que comme une base de données pour vous. Faites en sorte que cette donnée-là, qui va être de qualité, faites en sorte de pouvoir la partager. C'est un de nos challenges à nous. C'est ça. Et c'était le souci qu'on avait eu il y a quelques temps par rapport à Code Online. Euh, Ce sont des sujets qui sont en train de revenir sur la table. Sachez-le, au moment où on en a parlé, il y a à peu près un an, on se posait encore plein de questions stratégiques sur quels sont les outils qui vont perdurer ou non. Et aujourd'hui, c'est plutôt un outil qui est amené à perdurer, donc on va pouvoir en reparler dans un autre contexte sans problème. Ok. Donc voilà, en fait, dans quel monde vivent les IA, hein. Donc c'est un monde qui est plus celui d'après-guerre, bien entendu. Il y a beaucoup de contraintes. Là, j'ai parlé des principales enjeux, hein. Il y en a, tu en as cité d'autres, bien sûr. Par ailleurs, donc non seulement les enjeux dans un monde complexe, eh bien, on s'aperçoit aussi que lorsqu'on y regarde de près, le processus d'élaboration et de fabrication d'un produit formulé, on s'aperçoit que c'est d'une extrême complexité avec de nombreuses facettes et beaucoup encore ici, beaucoup de défis. Donc chaque composante comme la formule, la recette, les matières premières, les process, les réglementations, le packaging, le contrôle qualité, bah, sont autant de rouages d'une grosse machine. Et en fait, l'objectif pour l'entreprise, c'est de la faire marcher, cette grosse machine, de façon la plus efficiente possible. Changer un seul paramètre dans une formulation bah, peut avoir un impact bien sûr important sur d'autres facettes de la chaîne de production. La disponibilité des matières premières, les spécifications de qualité ou les ressources de l'atelier ben, peuvent changer. La conformité réglementaire devra aussi s'adapter, être évaluée, et les recettes de fabrication devront aussi être adaptées. Et
point encore, une difficulté supplémentaire, c'est que de plus aujourd'hui, la plupart des biens et une part croissante des services ne sont plus uniquement fabriqués sur place, mais sont fabriqués à travers le monde et pas seulement dans un seul pays. Ceci ajoute évidemment une complexité supplémentaire. Et pour garder tous ces aspects alignés, eh bien, il faut une plateforme logicielle robuste sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, lorsqu'on regarde les processus qui vont être couverts par la plateforme Opcenter RDNL, on ne prétend pas, bien sûr, couvrir l'ensemble du process d'élaboration que l'on voit ici, hein, à partir du développement d'un nouveau produit. Hein. Donc, il y a la partie recherche et développement, la partie packaging, la partie étiquetage, hein, de la labeling, les conformités, la réglementation, et puis tout ce qui est partie donc simulation de fabrication, la fabrication, l'ordonnancement de la traçabilité, etc., jusqu'au check qualité finale. Donc là, voilà. Donc, encadrer le process que l'on adresse. C'est-à-dire, c'est toute la partie, donc, à partir de donc toute la recherche et développement, de la spécification du client, de la demande client, du brief marketing, en passant donc par la formulation, hein, les tests qualité, donc tout ce qui est étiquetage. Vous voyez qu'on peut évidemment stocker toute la partie, les spécifications de packaging. On ne s'occupe pas de la partie conception de ce packaging, mais uniquement les références en termes de spécifications, soit des labels ou soit de la spec elle-même. La liste des ingrédients, la validation des matières premières via bien, les fournisseurs. Voilà. Donc, voilà ce que concerne en fait la plateforme. OK? Alors, cette plateforme, en gros, elle est constituée de 3 grands modules. Le module de gestion des données produits, hein, qui constitue toujours la première brique centrale et importante. Donc, c'est constituer un référentiel unique pour la gestion des données produits. Les informations seront au bon endroit, à un seul endroit, elles seront à jour. C'est déjà énorme, hein, ça, en termes de... Souvent, ce que l'on voit, c'est que les informations sont éparpillées dans divers systèmes d'information, enfin dans divers applicatifs, et c'est compliqué de trouver la bonne information qui est à jour et qui soit bonne. Ensuite, la partie formulation digitale, donc un outil qui va aider les formulateurs. Hein, c'est une plateforme qui va laisser libre cours à leur imagination et pouvoir formuler plus rapidement ou de faire plusieurs formulations dans le même temps. Et la troisième brique, qui est la gestion des informations du laboratoire pour assurer la qualité des produits. Alors tout ça, en fait, c'est intégré dans une seule et même plateforme. Ce que je disais, en fait, aujourd'hui, c'est, à notre connaissance, c'est la seule plateforme qui permet de faire ça. Bien entendu, on n'est pas obligé de lancer l'ensemble hein, chez Hermès, comme je disais. Ils veulent mettre en place l'ensemble de la solution, quasiment tous les modules. On ne va pas attaquer tous les chantiers au début. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire la gestion des données produits, le référentiel. Ensuite, on va s'attaquer à la formulation, la partie qualité. Et il y a des modules complémentaires, je vous les citais, hein, c'est pouvoir gérer les données projets. Et enfin, la partie collaboration fournisseur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut directement connecter le fournisseur à la plateforme, de façon évidemment très sécurisée, et de pouvoir remplir des templates et éviter ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire le fournisseur, pardon, envoie un mail en mettant sa spécification de matière première qui est un fichier PDF. Et derrière, bien évidemment,
la continuité de l'information, la traçabilité, elle est perdue. Surtout s'il y a des échanges de mails, on ne sait plus quel mail, quelle dernière fiche spécification envoyée. Donc, remis autrement, illustré de façon différente, hein. Donc, c'est une plateforme collaborative, hein, qui permet donc de gérer l'ensemble du cycle de vie du produit, hein, du cahier des charges jusqu'au laboratoire. Et ce qui est important, c'est la continuité de l'information, la continuité numérique, hein. On parle, ça c'est un thème qui est déjà très développé dans l'industrie discrète, hein, dans l'aéronautique, l'automobile, hein. Donc c'est un point important, la continuité numérique. Mais là en plus, on a la traçabilité complète, c'est-à-dire que comme c'est sur la même plateforme, à tout moment, eh bien, il y a ce qu'on appelle une fonction d'audit trail qui permet de dire qui s'est connecté, à quelle heure, quelle est la modification qu'il a faite et la raison pour laquelle il a fait cette modif. Voilà la richesse de la plateforme. Encore une fois, la plateforme est riche dans sa globalité, mais on n'attaque pas tous les chantiers, on attaque un chantier un par un. Voilà. C'est Ensuite, clair. hein, ok. Alors, un point très important, donc c'est bien d'avoir des solutions qui sont riches, qui permettent d'encapsuler l'ensemble du process, mais encore faut-il que les utilisateurs, que ça soit fait pour des utilisateurs, hein, parce que on l'a vu par le passé, hein, on a une longue histoire avec le PLM. Le PLM a mis, dans le domaine de l'industrie discrète, a mis plus de 10 ans à décoller, parce que l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'était la complexité des applications. C'est-à-dire il fallait être Bac plus 5 pour pouvoir utiliser ces applicatifs. Donc il y a eu un gros effort depuis bonne dizaine d'années aujourd'hui pour vraiment mettre en place des solutions pour les utilisateurs, parce qu'on les concepteurs ne pensaient pas trop aux utilisateurs, ils essaient de régler la problématique, trouver des solutions scientifiques, techniques, mais il faut penser à l'utilisateur. Donc là, il y a un effort très important qui a été fait sur les interfaces, l'expérience utilisateur, on parle aujourd'hui, hein. Donc là, c'est accessible via tous les terminaux, hein, y compris son smartphone, avec des expériences utilisateurs modernes, peu de formation, une chose intuitive, facile à gérer, facile à déployer. Et c'est une application full web, en fait, hein. Donc ça nécessite uniquement un navigateur. En déploiement, juste pour avoir une idée, ça prend combien de temps à peu près? Une boîte qui décide de signer avec vous, jusqu'à ce que la solution soit installée, propre et utilisable, ça prend à peu près combien de temps? Ça dépend, je dirais, du point de départ, c'est-à-dire que on a deux cas là très emblématiques que nous avons pu en fait, j'allais dire pas expérimenter, mais sur lesquels nous avons fait un retour en disant si vous n'avez encore rien du tout, ce qui était le cas pour une présentation faite à une start-up, Mm. le déploiement peut être très rapide puisqu'en fait, il y a assez peu de données. L'essentiel de l'effort est d'arriver à converger sur l'ensemble des données dans notre plateforme. Donc ça peut être fait en quelques mois, hein. Quelques mois, le temps Ouais. d'installer, le temps de. Il faut savoir qu'il y a toujours quand même une certaine latence au niveau de l'informatique. L'IT, au-delà des opérationnels, aux côtés des, si vous voulez, des opérationnels de l'agroalimentaire, il y a quand même toujours l'informatique qui a son mot à dire et qui là-dedans, a ses prérogatives, ses niveaux de sécurité à Bien assurer, des sûr. choses comme ça. Donc, Ouais, ouais. on est obligé de se conformer à ça. Et ça, généralement, ça prend un peu de temps. Les opérationnels, eux, sont généralement un peu plus à même de pouvoir accélérer le mouvement. Mais un autre cas, c'est un cas typiquement Hermès, là, que nous expérimentons, qui avait déjà une plateforme, une vieille plateforme, qui a plusieurs systèmes, qui a une façon de travailler qui date de 15-20 ans.
Donc là, forcément, on va avoir une latence et un déploiement beaucoup plus lent, tout simplement parce que les process amont sont à revoir. Il y a plein de choses à revoir avant de pouvoir installer le système et que celui-ci soit opérationnel. Donc typiquement, sur la première vague que nous avons avec eux, nous sommes sur un déploiement d'1 an. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. On n'est pas surtout sur le même nombre d'utilisateurs. Ça, c'est un facteur aussi très impactant, hein. Quand on parle de moins de 10 personnes, ça peut être rapide parce qu'on s'adresse généralement à un type, une population bien particulière. Quand on parle de 50, 60 ou 100 personnes, là, généralement, on est sur du pluridisciplinaire entre la R&D, la qualité, les achats, les tests en labo. Voilà, donc on peut se retrouver avec plusieurs populations à former, avec des objectifs différents. Donc là aussi, ça induit un petit peu de latence. Donc on peut être sur des projets entre 6 mois, entre 6 et 8 mois, quelque chose comme ça. Oui, c'est la moyenne, ouais. C'est la moyenne à peu près, Ouais. sachant qu'on est ce que l'on appelle un système cœur, hein. C'est comme les ERP que vous connaissez. Les ERP, ça s'installe, mais ça met du temps parce que ce sont des systèmes après sur lesquels toute la chaîne, enfin toute l'information est structurée autour, hein. Que ce soit sur la partie supply pour les ERP, nous sur la partie plutôt R&D en amont et achat qualité, c'est pareil. On a quand même toute une valeur de la donnée à mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut bien laisser maturer les gens. Donc, on est plutôt aux alentours d'un projet entre 6 et 8 mois. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors voilà un petit peu pour donner le look and feel, hein. Vous voyez, c'est des interfaces vraiment extrêmement modernes ces derniers cris. Donc on peut, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'utilisateur final peut lui-même en fait paramétrer, de façon simple, hein, toutes c'est un peu comme des applications sur un iPhone en fait, hein. Sur un smartphone, faudrait dire, faut pas faire de publicité. Donc, il paramètre son propre environnement, il peut y mettre ses raccourcis, accéder directement à ses projets, il peut suivre les approbations des spécifications dans les divers services, etc., etc. Voilà. C'est quelque chose de, vous voyez, même si le projet lui-même, comme vient de le dire Jean-Fabien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, hein, mais c'est 6-8 mois. Mais après, en termes d'utilisation, l'utilisation est très facile, en fait, hein, puisque ça nécessite 1 ou 2 jours de formation. C'est la mise en place, en fait, puisque c'est un projet comme un ERP, hein, donc ça nécessite beaucoup ça interfère sur beaucoup de services, sur les métiers, etc. Ah, ça ne veut pas passer? Ah oui, mais oui, pardon. Si ça déroule. Oui, mais c'était une démo, en fait. Je vais la zapper parce qu'on n'a pas le temps, bien entendu. Bon, alors. Très rapidement. Ouais, très rapidement, là, bon, voilà, hein, c'est du full, c'est du full Microsoft, hein, c'est accessible par tous les navigateurs. Cette application a été aussi optimisée pour avoir tout en une seule page et éviter des nombreux clics. Ça, c'est aussi un point important dans les expériences utilisateurs. Et puis, c'est responsive, c'est-à-dire que le hardware s'adapte, en fait. C'est le logiciel plutôt qui s'adapte au hardware. Point aussi important, c'est eh bien, ce système ne vit pas en autarcie tout seul, hein. Il est bien entendu connecté au reste du système, donc il est entièrement interopérable avec le RP, hein, le système de production, le système de fabrication, automatisation, digitalisation de la fabrication avec le MES. Donc c'est un système ouvert qui permet de communiquer avec n'importe quel applicatif externe. Ah. Pourquoi impossible d'ouvrir le fichier spécifique? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ok. C'est bien ceci? Oui, pardon. Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir rapidement le positionnement de la plateforme sur le marché. Il y a beaucoup de solutions sur le marché et on peut les classifier au moins en 2 grandes catégories, hein, celles qui sont à l'extrême gauche, qui sont une boîte à outils où il faut tout construire, hein, sur les plateformes généralistes. Et tout à droite, en fait, des applications dédiées métiers, en fait, c'est presque plug and play, hein.
Et la plateforme, en fait, RDNL est un peu originale. Elle est, je dirais, un peu au milieu à droite. Donc, c'est une application qui permet d'adresser un certain nombre de métiers divers, hein, avec des modules fonctionnels prédéfinis. C'est une plateforme entièrement intégrée, etc. Donc, je dirais qu'elle elle présente tous les avantages des deux autres sans en avoir les inconvénients. Pour résumer, j'allais dire. Parce que elle porte en son cœur un certain nombre de modules prédéfinis et c'est très simple, en fait, grâce au paramétrage et au développement, d'arriver à l'application à droite qui est l'application, je dirais, spécifique que voudra le client. Donc ça, c'est important aussi parce que il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, c'est dans cette perspective qu'il faut nous comparer. OK? Alors, les références clients, Dieu merci, effectivement, nous avons des clients. On a dans le monde, il y a plus de 300 références sur les 3 continents. Et dans l'agroalimentaire, on compte à peu près une centaine de clients, 100, 150 même. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des grands groupes comme Nestlé, Danone ou Cargill. Il y a des entreprises de taille intermédiaire, hein, comme Milcobel, hein, laitier belge, ou Campari aussi. Mais il existe aussi de très petites entreprises, hein, on le verra tout à l'heure dans une entreprise belge comme Zoutman, qui a juste 100 collaborateurs. Donc, la taille de l'entreprise n'est pas le critère, hein, pour cette plateforme, et c'est plutôt la problématique. Alors, une première référence détaillée, c'est le groupe Campari, hein, un groupe de spiritueux italiens qu'on connaît. L'été, si vous faites des spritz, vous devez bien connaître l'apérole, par exemple. On connaît ça. Voilà, donc je suis un spécialiste, moi, des cocktails. Donc, donc le groupe de liqueurs et spiritueux italiens qui a fait 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et leur problématique, c'est que la plupart des informations qui étaient relatives aux produits étaient stockées dans diverses bases de données qui étaient éparpillées sur plusieurs systèmes et qui, en plus, n'étaient pas connectées entre eux. Donc la collecte là d'informations qui étaient nécessaires prenait beaucoup de temps et peu de gens finalement pouvaient accéder aux informations. De plus, il y avait beaucoup de services qui ne pouvaient pas accéder à ces informations, comme les achats de matières premières, la production, des ventes, etc. Donc là, la solution qui a été implémentée chez Campari, c'est de mettre en place une solution en PLM qui consiste en une seule source de vérité pour toutes les données produits, hein, de la matière première jusqu'au produit fini. Et là, les gains qui ont été annoncés par Campari, c'est la gestion de plus de 30 000 spécifications, donc 30 000 références, qui étaient disponibles en temps réel pour n'importe quel département. Et de plus, ils avaient un souci que lorsqu'ils développaient un nouveau produit, ils devaient collecter toutes les informations qui étaient relatives au produit, et ça prenait 7 jours. Et ils sont passés de 7 jours au temps réel, c'est-à-dire au temps de réponse près du système. Là, vraiment, ils ont généré énormément de gains. Deuxième référence, qui est un groupe suisse, qui a été fondé, une très vieille entreprise suisse qui a été fondée en 1886, qui est spécialisée dans la nourriture pour bébés. C'est 4300 collaborateurs environ et c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc là, Aero a implémenté l'ensemble de la chaîne, hein, donc la gestion du référentiel produit, projet, la formulation et même la collaboration avec les fournisseurs. Ils ont ainsi pu intégrer au sein de la même application donc toutes les données de spécification des matières premières, les profils nutritionnels, tous les calculs, le portail fournisseur pour éviter les erreurs et les ressaisies. Et au final, donc, Hero peut gérer maintenant 10 000 références produits sur une seule et même plateforme. Ils ont simplifié leur processus et harmonisé ceci dans toutes leurs filiales, dans plus de 16 pays. Et point très important, puisqu'on parle de cycle de développement produit,
ils ont réduit le temps de développement d'un nouveau produit, ils l'ont réduit de plus de 25%, ce qui est tout à fait notoire. Autre référence, donc là, ça touche à la qualité. La qualité est un sujet, bien sûr, important et crucial dans l'industrie agroalimentaire, hein, c'est pas vous que je vais le dire. Et sans revenir sur les événements qui sont survenus récemment, hein, avec les pizzas Buitoni, les chocolats Kinder, et puis il y a plus longtemps, donc en Chine, en 2008, hein, sur le scandale, parlait du lait infantile, hein, il y a eu un gros scandale et beaucoup de victimes contaminées à la mélamine. Donc tout ça pour dire que la qualité est évidemment un point clé dans cette industrie. La non-qualité peut avoir des conséquences dramatiques sur le plan sanitaire, sans compter bien entendu l'impact sur l'image et les résultats commerciaux. Le coût de la qualité donc est loin d'être négligeable car il faut faire, faire beaucoup de tests à toutes les étapes du cycle de développement du produit. Et c'est pour cette raison que certains de nos clients en fait, ont cherché à mettre en place des outils qui leur permettent d'harmoniser la façon dont ils organisent leur campagne de test, d'automatiser et de standardiser pour être le plus exhaustif possible et donc d'être plus rapide dans l'exécution des tests. Donc l'exemple cité ici, c'est une société hongkongaise qui fait 320 millions d'euros de chiffre. Donc c'est une petite entreprise en fait, hein, qui fabrique des produits laitiers et des glaces. Ils ont mis en place une plateforme pour harmoniser donc, et standardiser toute leur campagne de test, qui leur a permis de réduire, selon le site, entre 15 et 25% les temps d'exécution de ces tests. Voilà un cas concret aussi. Leur dernier cas, c'est Zootman. Donc c'est une entreprise belge qui est spécialisée dans la production et la transformation de variétés de sel pour les applications agroalimentaires. Donc Zootman, c'est 40 millions d'euros de chiffre, c'est 100 collaborateurs, oui, c'est une PME, hein, et une production donc, de 450 000 tonnes. Les enjeux ici, c'était du fait de la très forte croissance de l'entreprise. Les outils informatiques n'étaient plus adaptés, hein, ils utilisaient essentiellement des outils Excel. Et également avec la nécessité d'avoir un système d'information plus intégré, entre autres de connecter des systèmes de production MES et ERP avec leurs outils. Donc la solution mise en place par Zootman, c'était la mise en place du module de gestion des informations du laboratoire qui leur a permis de façon automatique d'exécuter des plans de test des matières premières jusqu'aux produits finis, de générer des rapports, des certificats d'analyse. Et point important, on le citait tout à l'heure, là, la solution a pu être mise en production en 3 mois. Les résultats et retours d'expérience que l'on a, c'est qu'effectivement, la solution a été bien acceptée et adoptée par les utilisateurs, car simple et intuitive, avec peu de formation. C'est une solution 100% web, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'installation sur le poste. Et ils ont réduit de façon notoire les erreurs, les ressaisies. Et en tout cas, la direction générale nous fait savoir que l'entreprise était maintenant prête et bien armée pour faire face à la croissance qui est toujours forte et attaquer aussi la mise en place d'autres modules, hein. Donc on procède, là ils vont sans doute maintenant passer à la partie formulation. D'accord. Alors, une synthèse un peu des gains qui a été constaté lorsqu'on implémente l'un des 3 modules. Donc le premier, la mise en place du module de gestion des spécifications, ce qu'on peut dire, ça a permis de centraliser toutes les informations qui sont liées aux matières premières, les produits finis, les packaging, avec des données toujours à jour et accessibles en temps réel par tous les départements de l'entreprise. Donc là, vous savez qu'aujourd'hui, on sait que le temps perdu pour trouver la bonne information dans des bureaux d'études, bien on parle de 30 à 40% du temps des ingénieurs en fait et des techniciens, des formulateurs est perdu à rechercher la bonne information. Et donc c'est déjà mettre en place ça, c'est déjà énorme. Ensuite, pour les clients qui ont mis en place le module de formulation,
Donc, c'est la capacité de formuler plus rapidement, de réutiliser les formules existantes, de collaborer directement avec ses fournisseurs et de réduire au final le temps de mise sur le marché. Et pour le dernier point, c'est pour la partie gestion des informations. En planifiant, en harmonisant, en standardisant les campagnes de test, on peut aussi réduire les coûts de la qualité. Alors, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, là, c'est la question que tu posais au début, hein. Donc, les retours d'expérience sur les entreprises qu'on a rencontrées, je me disais tout à l'heure, eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que ces entreprises étaient, d'une façon générale, assez peu équipées en digital et beaucoup d'Excel et de développement interne. Et puis, souvent la réflexion, lorsqu'on présentait ça, oui, mais de toute façon, ça a toujours marché comme ça, puis ça marche bien, donc pourquoi changer? Donc, la réticence au changement au digital, comme je disais tout à l'heure, ils ne voient pas la valeur, en fait, dans ces solutions. Et puis, il y a souvent des raisons générationnelles aussi. Beaucoup d'anciens qui sont pas à l'aise avec le digital, hein, qui n'ont pas baigné là-dedans. Voilà, nous, un peu le retour d'expérience que l'on a synthétisé. Non, c'est très clair. Mm. C'est très clair, c'est très clair. Bon, après, j'imagine que c'est aussi des boîtes qui voient très fort le côté rentabilité derrière. C'est sûr Ouais. il faut que l'outil qui soit mis en place et qui soit onéreux ou non, il faut qu'il ait une rentabilité derrière. Oui, et on le voit, mais c'est assez. C'est assez ils n'hésitent pas, hein, je vais pas donner de nom, mais certaines coopératives qui ont investi des millions d'euros dans l'équipement, voire des dizaines de millions dans la construction d'usines de production, bien, ils vont rechigner pour quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros de solutions, quoi. Donc voilà, donc il y a. Bon, ça, c'est une photo à l'instant présent. Maintenant, ce qui nous rend quand même optimistes, c'est que les exigences du marché, le digital, ils pourront plus. Ce que je dis, c'est que ce que je dis souvent, de toute façon, c'est une boutade, hein. Si vous vous occupez pas du digital, le digital va s'occuper de vous. Ouais. C'est Ouais. très vrai. Ouais, oui, et le monde est tellement complexe aujourd'hui qu'avec les contraintes, ils vont plus pouvoir s'en passer. La concurrence aussi est un point important. Parce qu'on voit en France, on est un peu en retard, mais quand on regarde même nos collègues européens, les Espagnols, les Italiens, les Britanniques, eh bien, dans le domaine, ils font mieux que nous, hein. Donc là aussi, ils vont être poussés par ce que font les autres, hein, ils vont être obligés d'y aller. Les nouvelles générations les anciens partent à la retraite et ce qu'on voit, c'est les nouvelles générations qui arrivent, hein, dans les embauches, dans les entreprises. Donc, ce sont des gens qui ont été biberonnés au digital. Donc, ça, c'est quelque chose qui leur fait pas peur. À travers ces années aussi, la maturité et la convivialité des solutions logicielles, hein, ça s'améliore de plus en plus, de plus en plus simple à utiliser. Et ce qu'on constate aussi, c'est que depuis qu'on attaque ce marché, c'est-à-dire maintenant 4 ans, eh bien, on voit de toute façon beaucoup plus d'initiatives et de projets qu'il y a 4 ans. Donc là, c'est la sauce est en train de prendre, je veux dire. Ouais, ouais, ça me surprend pas. Nous, on le voit aussi. De Ouais, toute façon, on voit l'évolution des offreurs de solutions sur ce marché-là. On voit ceux qui sont en train d'arriver, on voit ceux qui sont en train de s'éteindre pour changer de solution parce que oui, elle répond pas suffisamment bien aux attentes du marché. oui, Donc, ouais, ouais, de notre côté, c'est quelque chose qu'on remarque, mais qu'on a déjà remarqué depuis un moment. Mais maintenant, le challenge, c'est une simplicité d'installation, une rapidité ouais, d'exécution, oui, réussir à être rentable très oui, rapidement. C'est oui, ce que les boîtes attendent. Et en plus, toutes les boîtes travaillent de plus en plus d'une façon un peu agile et ils attendent d'avoir des résultats assez rapidement. Donc, oui, maintenant, le challenge et le choix de l'offre de solution, c'est vraiment à celui qui va pouvoir opérer rapidement, d'une façon agile et être sûr de garantir un ouais. résultat, si je puis dire.
Oui, de toute façon, nous, on le voit, donc il y a des initiatives, on est sollicité, on l'a jamais été autant. On a même des sollicitations externes via notre site web, etc., ce qu'on avait quasiment jamais eu. On voit par rapport au nombre de prospects qu'on traite, hein. On n'est plus Oui. trop obligé, enfin, on court, enfin, je vais pas dire qu'on ne court plus après les prospects, c'est excessif, mais disons, on voit quand même le nombre d'initiatives. Là, aujourd'hui, c'est clair, la mécanique est enclenchée. On le voit aussi à travers les cabinets de conseil, hein, qu'on fréquente, qui ont beaucoup de sujets à traiter, parce que souvent, ces entreprises ne font pas appel directement, dans, dans- dans- dans pas mal de cas, elles ne font pas appel aux éditeurs, mais d'abord à des sociétés de conseil Ouais. pour les orienter, faire une étude. Bien sûr. Ouais, Nous, on travaille beaucoup avec des cabinets de conseil là, dans le réseau des GS1 partenaires. On a une trentaine de cabinets de conseil qui sont là. oui. Et qui Bah, sont ça, là parce qu'ils viennent ouais, analyser les problématiques du marché, les problématiques des offreurs. Et finalement, ouais. ils interviennent parfois au tout début du cycle d'achat Oui, pour justement faire ce travail préparatoire de dire finalement votre problématique, est-ce qu'elle est vraiment là? Ou est-ce que ça, c'est simplement une problématique résiduelle? Bien oui, comprendre ce qui se passe pour finalement, disons, aiguiller et mettre sur les bons oui, rails pour choisir la bonne solution qui va répondre à la bonne ouais. problématique Mm. du donneur d'ordre en l'occurrence. Oui, oui, c'est pour ça que nous, on s'est rapproché d'un certain nombre de cabinets de conseil qui nous connaissent déjà, hein, parce qu'ils ne nous Ouais. connaissaient pas, et par le passé. Donc, il y a toujours un souci de communication, hein. Il faut qu'il on l'a eu récemment, des gens qui ont été un peu ébahis par la solution qu'on proposait, mais on ne vous connaît pas, c'est possible de faire tout ça. Enfin bon, c'est oui, C'est un bon feedback. oui, oui, oui. Alors, bon, je ne sais pas si Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des ouais, questions à distance là? Je vois le temps qui file. ouais, Faut que ouais, tout le monde ait le temps de exactement. poser ses questions. Mm. S'il y en a, sinon c'est que c'était très clair. Bon, alors, c'est des redites, mais c'est assez intéressant aussi. C'est à travers les expériences de plus de 20 ans de projet, hein, en fait, pour les points importants, c'est qu'il faut prendre du temps, en fait, hein, pour faire des choix de PLM. Les entreprises enfin, ne consacrent pas suffisamment de temps. Euh, on voit également, en fait, les process qui sont utilisés. J'en parlais au début, hein, donc des démos standards, hein. Donc c'est un peu pénible, hein, faire à travers une démo standard d'une heure de se rendre compte. Donc euh, les, les sociétés de conseil restent encore sur des schémas de ce type, hein. C'est-à-dire que ils restent sur voilà, on voudrait voir une démo. Ils font des RFP avec des, des énormes tableaux Excel avec des critères. Et là encore, on va pouvoir, enfin, on compare des pommes et des poires des fois, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. Et le tableur va donner tel résultat. Bon, bah, vous avez moins de points que l'autre, etc. Donc, les méthodes aujourd'hui qui sont utilisées sont pas forcément, à notre avis, les meilleurs pour faire les bons choix. Euh, et nous, ce qu'on propose d'ailleurs par rapport à ça, on propose plutôt, alors, plutôt de faire des workshops, hein, d'aller chez le client, de voir les gens et d'ouvrir le capot et de leur dire, voilà, on montre, plutôt que d'essayer de faire, parce qu'au niveau des démonstrations, vous allez avoir des professionnels de la démonstration, hein, qui vont faire des super démos, vous avez un produit pas forcément super, mais vous avez des professionnels de la démo qui vont bluffer un certain nombre de gens, et il y a beaucoup d'affaires qui ont été gagnées de cette façon. Alors derrière, effectivement, ce que tu disais, 4-5 ans après, ben, eh bien, il se trouve que la solution n'est pas déployée. Voilà. Ouais. Bon. Donc, bon, ça, je passe peut-être. En tout cas, non, oui, c'est important quand même, les facteurs clés de succès. C'est, bah, il faut l'adhésion des utilisateurs, hein, c'est clair, aujourd'hui, les utilisateurs ont leur mot à dire. Il y a une gestion du changement qui est importante à faire. Il faut animer des réseaux. Donc,
les utilisateurs ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, donc il faut même si on a une super solution, si on n'a pas convaincu, si on n'a pas l'adhésion des utilisateurs, ça ne marchera pas. Oui. Ça, on est convaincus. Ouais. Et puis l'approche itérative hein, pour la rapidité de mise en œuvre dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Ouais. Ouais. Et donc là, on a. Je sais pas, Jean-Fabien, tu veux dire deux mots là-dessus par rapport à l'approche justement qu'on propose itérative pour aller rapidement. Oui, c'est des méthodes agiles hein, Voilà. maintenant. C'est les méthodes agiles que l'on met en place systématiquement pour avoir une interaction avec le client beaucoup plus fréquente, ce qui permet de lui montrer en fait des choses au fur et à mesure que dans un long effet tunnel qui, grosso modo, où on lui demande ce qu'il souhaite au début, ce qu'il aura à la fin, voilà, ce qu'il aura à la fin, mais que pendant 3-4 mois, il ne voit plus rien de ce qui se passe. Donc voilà, donc l'approche agile, c'est quelque chose d'assez fréquent maintenant et utilisé dans les entreprises, et c'est ce que maintenant nous appliquons un peu systématiquement partout. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bon, et j'ai retenu d'une entreprise une espèce de mantra, c'est Think big, start small, scale fast. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc une vision à long terme, think big, hein, donc la vision que l'on veut faire bon, à 5 ou 10 ans. Mais en fait, Start Small, c'est démarrer justement par un premier lot. Donc, on va morceler en package et avec ce qu'on appelle les quick wins, pouvoir délivrer et que les utilisateurs voient tout de suite qu'ils peuvent, et l'entreprise également, générer des gains tout de suite. Et puis, enchaîner avec justement rapidement, avec une méthodologie agile sur les divers packages Hello. Bien sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. c'est aujourd'hui, c'est le secret des projets réussis. Hein. C'est plus les projets qu'on a connus il y a 15-20 ans avec des cycles en V hein, qui n'en finissaient pas et des projets qui n'aboutissaient jamais. On a connu aussi. Voilà. Voilà. Donc le dernier slide, ben, c'est justement les attentes hein, que l'on a vis-à-vis de. On l'a évoqué au début, hein, avant la session, c'est de nous faire connaître. Hein, c'est aussi l'un des objets d'aujourd'hui. Hein, donc Bien sûr. voilà, de pouvoir communiquer en interne sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on apporte comme valeur aux clients. Ensuite, je sais pas, la possibilité d'accéder aux fichiers des adhérents. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Non, 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 d'accord. pas tellement parce que le Ouais, principe d'équité qu'on a autour de ouais, GS1 France, il est ouais, très fort et ouais, disons que c'est pas quelque chose qu'on fait et qu'on on ouais, le fera pas. d'accord. Le but, c'est dans le sens inverse de rendre accessible à nos adhérents les différents offreurs de solutions avec lesquels ils seraient susceptibles de travailler. Ça, Ouais, c'est quelque chose qui se fait avec notre plateforme et notre marketplace. Par contre, le sens inverse, non. On nous a déjà posé la question. On a mm, franchi la barre, je pense, des 52 000 entreprises adhérentes là cette année. mm, Mais non, non, c'est pas quelque d'accord. chose qu'on peut faire. Voilà, pour vous répondre directement. Non, 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 mais très bien, c'est clair. Et puis, ouais, on a. De toute façon, pour la partie suivi, hein, les next steps, hein, ce qui serait intéressant, c'est de rencontrer ton key account hein, avec Jean-Fabien. Yes, Ça serait qui est là, vraiment. qui doit être Ouais, connecté, mais je sais pas s'il est pas déjà sur la réunion d'après. Il y en a deux d'accord. qui sont connectés. C'est Isabelle Calais pour Je la suis partie présent. santé, technique à l'industrie. Et Roger. Ah, Vas-y, Roger, si tu veux te présenter. Hein. vas-y. Alors moi rapidement, donc Roger Moreira, j'ai intégré GS1 France depuis un mois tout juste et je m'occupe de la partie PGC Ah, d'accord. sur un périmètre assez large. Les grands comptes n'ont pas encore été définis précisément. J'aurai donc des clients et aussi des prospects. En termes, vous adresserez, c'est que des grandes entreprises ou
taille intermédiaire ou vous allez jusqu'au PME? Comment va se Alors, présenter tout ce votre... qui est TPE, start-up pour l'instant, non. Ouais. Sur du middle, Mhm. oui, je pense que ça sera du prospect à voir s'il y a du potentiel de grosse croissance. D'accord. Je pense à tout ce qui est food tech, etc. Mhm. Mais surtout, c'est se consacrer, bien évidemment, à de très grosses structures. Mhm. Et comme tu disais précédemment, qui ont des besoins de digitalisation et Ouais. d'accompagnement sur du court, moyen et long terme, Ouais. d'où mon rôle de Key Account Manager. Eh bien, Et d'Isabelle qui doit être aussi présente. Voilà. c'est intéressant, effectivement. Je pense qu'on aura beaucoup On de va, choses à... on va Ouais, recréer un petit rendez-vous ensemble ouais, Tout à de, fait. ouais. à Parce un autre moment qu'effectivement, pour ouais, pas c'est déranger tout le carrément monde. notre cible, nous, parce que les grands comptes, de toute façon, on les adresse pas, puisque c'est adressé par l'équipe commerciale de Siemens. Donc, nous, c'est plutôt, effectivement, les entreprises de taille intermédiaire et certaines... Enfin, et les startups, parce que, alors, c'est important, on a un programme startup. Donc c'est Siemens qui nous fait bénéficier de ce programme. Au final, c'est pouvoir acquérir des solutions de best in class comme RDNL avec des taux de remise de 85%, quoi. Donc c'est permettre justement à ces startups qui n'ont pas les moyens d'investir, parce que c'est des startups, de disposer de solutions très riches pour des prix défiant toute concurrence. Donc là aussi, on a des choses à proposer. Ok, très bien. Bah On oui, j'ai hâte créera, on va qu'on recréer un échange, petit mais de rendez-vous manière un peu ensemble. plus précise. Voilà, Ouais. ok. À Bon, distance, est-ce que vous avez Ok. des dernières questions avant qu'on se sépare? Code Online Food, ça devient quoi? ah voilà, c'était le dernier. Le gros sujet de Code Online Food. Ouais, On va prendre un moment pour vous expliquer un peu. Là, au moment où ça a été dubitatif l'année dernière, c'est que, ouais, pardon, on se posait la question de savoir si l'outil, il allait perdurer, si on allait le développer dans un sens ou dans l'autre. Ça va être quelque chose qu'on va continuer à faire vivre et continuer à faire travailler. Donc, on va prendre un moment ensemble pour voir d'accord. Mm. comment est-ce qu'on peut créer les bonnes connexions. Oui, parce qu'effectivement, on a, et à l'époque, hein, on avait des demandes enfin, des clients qui. C'est une demande qui existe encore sur le terrain des clients de se connecter à ce type de plateforme, hein. Ouais, ouais, ça me surprend pas, mais Bon, on va créer le ouais, rendez-vous avec Roger et avec quelqu'un de d'accord. chez nous pour la partie code online, sans souci. Très bien. Bah Sans écoutez, souci. bon, on a respecté à peu près l'horaire parce qu'on a démarré Ouais, à 10h05.